m'excuse des gaucheries dans mon français et que je connaissais mieux une autre fois. Et je dois m'appuyer à un texte pour être sûre de tout, de la langue, enfin. Et donc j'ai répondu à cette question que Florence et l'Institut Émilie du Châtelet m'ont posée. Mon itinéraire à travers le genre et l'histoire des femmes. Je commençais à m'engager dans le champ de l'histoire du genre à la fin des années 70, avec quelques années de décalage avec mon engagement féministe, qui date du début de la même décennie. En 1970, à Turin, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Collettivo di Liberazione della Donna, Collectif de libération de la femme, un groupe qui essayait encore de concilier, de réconcilier l'activité politique dans les groupes mixtes avec la politique féministe. Cet effort s'interrompit au bout d'un an, quand je participais à la création d'un groupe de féminisme radical qui refusait toute appellation. On n'était pas content d'être appelé féministe ou n'importe quoi. Donc, l'appellation que nous acceptions était l'indication de la rue où nous avions notre lieu de rencontre. Et c'était via Lombroso, via Montevecchio. Nos pratiques principales étaient la prise de conscience dans le petit groupe, l'expression corporelle collective, y inclut le mime. En effet, le mime avait introduit chez nous par une copine française qui était passée par Turin. Et la vie quotidienne, surtout la vie quotidienne entre femmes, vacances comprises. Bien sûr, aussi, les fréquentes discussions collectives sur ce que la libération des femmes voulait dire pour nous. Tandis que nous ne faisions aucun prosélytisme, nous participions néanmoins à certaines manifestations cruciales pour la vie politique du pays. Par exemple, celle du mai 1974 contre l'abolition du divorce, qui avait été introduit en Italie seulement 4 ans auparavant, et celle en faveur du droit, droit à l'avortement, introduit par la loi 194 de 1978, avec l'abolition de la loi fasciste qui en faisait un crime contre la race. Donc ces années 70 étaient agitées dans l'opinion publique, dans les rues, dans les places, par ces deux questions, divorce et avortement. Et nous, comme groupe radical, avions pris des positions en faveur du divorce, et pas tellement en faveur de la loi, parce que la loi introduisait plusieurs limites au droit à l'avortement, mais en général en faveur d'éliminer le crime de l'avortement. Pour ce qui concerne l'histoire des femmes et du genre, il faut dire que notre attitude à ce temps-là était fortement anti-historique. Début des années 70, nous refusions de reconnaître une continuité avec les féministes de la fin du siècle précédent, que nous considérions exclusivement engagées dans des luttes pour la parité avec les hommes, donc pas sans attention de leur part au thème pour nous essentiel de la différence, et engagées dans des revendications des droits de l'homme pour les femmes. Pour la même raison, on ne voulait pas être appelé féministe et on préférait parler de libération des femmes en opposition à toute forme d'émancipation qui nous semblait une tendance à devenir comme des hommes. Et on attribuait tout ça aux féministes du passé. C'était évidemment faux, mais nous étions ignorantes, nous ne connaissions pas l'histoire du féminisme. Et ce qui dominait chez nous était la décision de nous détacher complètement de l'histoire passée des femmes, inclus le féminisme, et d'engendrer une époque totalement nouvelle.
je me souviens très bien du rencontre que j'ai eue dans la première moitié des années 70 avec Franca Pieroni Bortolotti, qui fut la pionnière de l'histoire des femmes en Italie. Elle avait écrit un livre à l'origine del movimento femminile in Italia en 63, et aux origines du mouvement féminin en Italie. Nous avons vu une rencontre très brève parce que je devais partir pour quelques initiatives politiques urgentes. Mais dans notre rencontre à l'Université de Turin, Franca me dit avec insistance et trépidation, il faut absolument étudier l'histoire des femmes en Italie. Et j'ai reçu cette recommandation avec scepticisme et méfiance. Parce que Franca était communiste, dans le sens qu'elle faisait partie du Parti communiste italien, tandis que je venais de la gauche extrême, au dehors des partis. J'avais été philo-situationniste aux années 60. En plus, elle écrivait un genre d'histoire descriptive et positiviste, en tout cas une histoire du point de vue des mouvements politiques, tandis que j'étais engagée dans des recherches qui essayaient de conjuguer l'histoire et l'anthropologie, comme la microhistoire et l'histoire culturelle. Et enfin, elle faisait partie de la génération précédente à la nôtre, avec laquelle on avait surtout de l'hostilité. Son livre, très important, était une biographie d'Anna Maria Mozzoni, militante du Risorgimento sur les positions de Mazzini, très critique de celle d'Anna Kulishov du Parti socialiste, dont pourtant Mozzoni avait été une fondatrice en 1892, qui voulait établir des lois spéciales pour la protection des travailleuses. Donc, attitude anti-historique. Ce fut seulement dans la deuxième moitié de la décennie 70 que l'intérêt pour l'histoire des femmes surgit entre nous, historiennes féministes, entre guillemets. J'avais commencé mes recherches d'histoire orale sur la classe ouvrière, y compris les femmes, en 1976. Et ce fut seulement dans la décennie suivante, les années 80, que la revue Memoria, Rivista di Storia delle Donne, fut fondée. Et qu'un grand congrès sur les études de femmes fut organisé à Modena en 82, excusez-moi. Il faut dire qu'une revue italienne existait déjà, Donna Woman Femme, à partir de 1975. Mais elle donnait encore une grande importance à l'histoire de l'émancipation, tandis que Memoria s'intéressait plutôt à l'histoire sociale et culturelle. Memoria était multidisciplinaire, histoire, sociologie, philosophie, littérature, psychologie y étaient représentées. Et la revue a duré pour 10 ans et a touché au fil des ans une grande variété de thèmes, entre lesquels le corps, la politique, la maternité, l'histoire du féminisme, la subjectivité et la narration, la prostitution, le pouvoir, les âges des femmes, et encore le mariage, les hommes, le travail, l'amitié, autant de titres, de numéros monographiques de Memoria. Ce fut une expérience très riche qui s'est terminée en 1993, parce qu'on a reconnu qu'une époque entière s'était terminée, que la tâche qu'on s'était donnée avait été accomplie et qu'il fallait passer à d'autres expériences. Donc, 10 ans de travail. Et seulement en 1990, sous la direction d'Anna Rossidori, a sorti enfin une anthologie, La libertà delle donne, voci della tradizione politica suffragista, la liberté des femmes, voix de la tradition politique du suffrage, grâce à laquelle nous pouvions enfin connaître les vraies positions des féministes du siècle précédent, positions qui étaient vraiment très variées et formaient un cadre complexe prêtant attention non seulement à la parité, mais aussi à la différence. Anna Rossidori a été une figure très importante dans la scène féministe italienne. Elle a été la seule à avoir, la première et la seule, mais pour un certain temps, à avoir enseigné Histoire des femmes
à l'université de Bologne, après à Rome, parce que beaucoup de femmes ont enseigné à l'université Histoire des femmes, mais normalement sous des appellations institutionnelles différentes. Histoire des relations sociales, choses comme ça. Tandis que Rossidoria avait la dénomination institutionnelle Histoire des femmes. À ce point-là, on avait fini par accepter l'adjectif féministe, parce qu'il était désormais employé à l'égard de certaines recherches et chercheuses, et non pour des militantes. Notre mouvement s'était en effet transformé de mouvement politique en mouvement surtout culturel. Librairies, centres de documentation, publications se multiplièrent. Il y eut dans les années, 10 années, plus ou moins de 75 à 85, un grand procès de traduction et transition du politique à l'intellectuel, qui peut-être est aussi en connexion avec la défaite des mouvements de 68, des mouvements ouvriers aux années 70. Donc le passage de l'histoire politique à l'histoire sociale et enfin à l'histoire culturelle, c'est le même procès décrit par Stuart Hall comme généalogie des études culturelles. Mais dans notre cas, le procès de transition-traduction était marqué par l'attention au genre. Ce n'était pas une œuvre seulement individuelle, même si souvent accomplie en solitude. On avait la sensation de partager des objectifs avec des autres historiennes comme Anna Rossidoria, Paola Di Cori, Anna Rita Buttafuoco, disparue malheureusement trop tôt en 1999, et d'autres encore qui travaillaient dans des directions similaires. On créa aussi la Società Italiana delle Storiche, Société italienne des historiennes, qui compte aujourd'hui 300 associés entre chercheuses, enseignantes, professeurs, qui publie la revue Genesis et organise chaque année à Florence une école d'été. L'année suivante, la publication du livre d'Anna Rossidoria, 91, j'ai publié le recueil de mes essais sur l'histoire des femmes que j'avais écrit dans les dernières années 80. Bon, mon histoire personnelle de recherche, après la recherche sur les mouvements de libération en Afrique noire, s'était déroulée en suivant les directions de l'histoire du fascisme et celle de la classe ouvrière. Dans ces deux champs, j'avais constamment essayé de mener mes enquêtes en donnant beaucoup d'attention aux femmes et au genre. Donc pas histoire séparée, mais histoire des femmes intégrées avec des traditions historiques existantes. L'article de John Scott, Gender, a Useful Category of Historical Analysis, paru en 86, elle l'avait présenté comme relation orale l'an après, et il a été publié sur l'American Historical Review en 86. Avait suscité mon accord surtout sur certains points, comme la nécessité d'étudier les relations historiques entre les genres, et pas seulement l'histoire des femmes, et surtout de conjuguer la catégorie des genres avec celle de classe et les autres catégories de la différence, comme la race. À cette date-là, on pouvait déjà parler d'une histoire orale des femmes bien développée en Italie, en France, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Dans mes recherches sur le fascisme basées sur les sources orales, j'avais trouvé que les histoires de vie de femmes travailleuses nées entre 1884 et 1920 étaient en partie structurées sur le modèle d'anciennes traditions orales, c'est-à-dire sur l'image de la femme rebelle.
et un autre parti basé sur des expériences de vie qui comprenaient l'expérience de l'avortement comme seul moyen disponible aux femmes de la classe ouvrière pour contrôler leur fertilité dans la période fasciste. Elles m'avaient raconté leurs histoires d'avortement clandestin sans exprimer aucun sentiment de culpabilité, ce qui était très différent de ce qui se passait dans les groupes de prise de conscience quand on parlait d'avortement. On avait toujours ce sens très fort de mort et de culpabilité. Non, ces femmes ouvrières n'avaient pas du tout. Au contraire, elles déclaraient leur geste comme un acte de résistance contre Mussolini. J'interprétais cette déclaration comme une réponse aux campagnes en défense de l'avortement qui se passaient en Italie en ce temps-là. Donc il ne s'agissait pas d'histoire fausse, la résistance démographique contre Mussolini, mais des narrations qui existaient avant et pourtant qui assumaient une valeur et une signification nouvelle dans le climat politique et culturel italien de la fin des années 70 et aussi au début de la décennie suivante. Donc c'était un exemple d'intersubjectivité entre intervieweur et intervieweuse peut-être. Dans le procès de traduction, transition du politique au culturel, je dois à ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire étudiants, jeunes ouvriers, non politisés, et surtout les femmes, les concepts de subjectivité. Mon travail en histoire orale a été consacré à comprendre les formes de subjectivité du passé, ce qui avait voulu dire autrefois, par exemple sous le fascisme, être le sujet de sa vie, ses pensées, ses décisions, ses sentiments, et en particulier un sujet incorporé dans un corps féminin. À la base de ma démarche historiographique était la conviction que la mémoire devait être comprise comme une forme de subjectivité. Et donc, une interprétation subjective de sa propre histoire de vie et de l'histoire en général. Un moment très significatif pour moi du développement de cette perception de l'importance de la subjectivité sur un plan soit existentiel, soit professionnel, avait été le fait de publier dans la même année, en effet dans les mêmes mois de 88, deux travaux très différents. Un recueil de mes essais sur l'oralité avec le titre Storia e Soggettività et une autobiographie collective, Autoritratto di Gruppo, auquel j'avais travaillé, pour ainsi dire, sur deux tables. Une table dédiée à la théorie et à la méthodologie historique et l'autre à ma propre mémoire, en tension avec les mémoires des protagonistes du 68 italien et du mouvement des femmes aux années 70. Cette autobiographie était construite comme un montage de narration, la mienne, celle des autres, et aussi du journal que j'avais tenu au cours d'une expérience psychanalytique. Et donc, c'était plutôt l'intersubjectivité qui devenait prioritaire, plus que la subjectivité tout court. Avoir écouté les histoires des autres m'avait permis de raconter mon histoire, mais aussi affirmer le droit de raconter mon histoire m'avait permis de comprendre les histoires de mes contemporains et contemporaines. Et la psychanalyse avait été le miroir qui m'avait permis d'accepter moi-même aussi bien que l'histoire de ma vie. À ce temps-là, j'avais presque 50 ans et je pouvais faire un bilan de mes actions et mes choix, y compris celle de n'avoir pas d'enfant, d'être une femme non procréative, pour employer le terme d'Eve Sedgwick, l'auteur de Epistemology of the Closet. Je ne sais pas si ce livre a été traduit en français. C'est l'épistémologie du closet. Ouais. Sur ce point de la non-procréation, le choix de non-procréer, il existe un héritage féministe, au mieux une interprétation du féminisme,
Notre féminisme a été avant tout et surtout la pratique et la théorie de femmes qui voulaient établir le droit des femmes à être sujets à part entière entre elles-mêmes, entre nous. Donc notre intérêt n'était pas tellement de combattre contre l'oppression de genre et pas du tout la revendication de la parité avec les hommes, c'était toute une affaire des femmes considérées comme sujets, et donc le thème d'être mère est passé en deuxième lieu. En même temps, nous ne sentions pas les filles de nos mères, plutôt, sans le dire explicitement, les filles des pères. Celle-ci est une observation récente pour moi qui me vient d'un commentaire à mon autobiographie collective fait par Veronica Pravadelli, professeure de cinéma à l'université Rome 3. Pravadelli écrit qu'il n'était pas possible pour les féministes de cette époque-là de s'affirmer comme sujet sans une identification critique avec les pères. Je cite son observation aussi parce que c'est un exemple de ce qu'on peut apprendre sur soi-même, c'est-à-dire sur moi et sur nous, en écoutant les nouvelles générations de femmes. Et donc je ne crois pas dans une transmission de l'héritage féministe à une seule direction. Donc c'est plutôt, il faut écouter les générations plus jeunes. Et je voudrais dire maintenant quelles sont les implications de ces positions existentielles et politiques pour mon travail historique. Quelles ont été? J'en vois au moins une. Mon choix de me situer au-dedans de la discipline histoire, mais en lançant un défi à son statut épistémologique, donc en prenant une positionnalité, le mot de Gayatri Spivak, profondément critique dans un champ masculin, où le regard de l'historien a été pour longtemps mâle. Se situer dans la discipline histoire, mais en ouvrant le pari de changer les paradigmes dominants, qui étaient positivistes, et pour ce qui concerne l'histoire contemporaine en Italie, panpoliticiste, dans le sens que le côté politique y était toujours privilégié, politique dans le sens des partis, des mouvements, pas dans le sens que nous proposions, c'est-à-dire la politique personnelle et politique. Et c'était l'approche de l'histoire contemporaine était complètement contraire à la subjectivité, qu'on n'était considéré pas comme historique. Donc ce n'était pas seulement question d'introduire dans l'histoire la catégorie de genre, c'était question de contester les paradigmes historiographiques avec un recours à des autres disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, les études culturelles. Tout cela est parti avec les sources orales et des sources orales, mais le procès de contestation a investi les autres sources et a montré la subjectivité de toutes les sources, écrites, orales, visuelles, matérielles. À ce point de mon exposé, je suis arrivée dans cette reconstruction de mon itinéraire intellectuel en grande ligne à la fin des années 80. À partir de 90 et dans les dernières 20 années, je me suis engagée dans ce qu'on pourrait définir un autre territoire de l'historienne. J'ai passé l'an 91-12 au Wissenschaftskolleg de Berlin, où j'avais le temps de littéralement faire rien, ne faire rien. C'est une institution qui offre aux chercheuses et chercheurs la possibilité de seulement penser, rechercher, discuter, lire, imaginer. Et pendant ce temps, une intuition m'est arrivée sur le rapport entre l'idée d'Europe et l'idée de l'amour, une diade que j'ai étudiée pour les 20 ans suivants. Il suffit de dire que j'ai écrit 2 livres sur ce thème et 3 livres collectifs sous ma direction ont été publiés, et le dernier, sur l'amour et l'Europe dans le cinéma, va sortir dans un mois.
peut-être j'ai terminé avec ce thème maintenant. Mais il faut que j'explique un peu ce lien entre l'Europe et l'amour qui m'a tant fasciné et occupé dans les 2 décennies passées. J'avais noté que pour presque 2 siècles, à partir des années 1770 jusqu'aux années 1960, un mythe ou un stéréotype dominait l'autoreprésentation des Européennes. La conviction que l'amour courtois d'abord et l'amour romantique plus tard avait été inventée en Europe, parce que les relations entre les sexes en Europe, aussi bien que la parité entre hommes et femmes, y étaient le plus avancées du monde. Ce thème est bien expliqué dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert par le chevalier de Jaucourt, qui y écrivit les articles Europe et poésie provençale. Il considérait la culture provençale des siècles XIIe et XIIIe comme le tournant dans le procès de changement de la sensibilité qui opposait les anciens et les modernes, soit dans la poésie, soit dans le sentiment d'amour. Et le plus important représentant des Lumières sur ce thème, Jean-Baptiste Lacurne de Sainte-Pélaye, qui recueillit les poèmes des troubadours après une longue période d'oubli, pensait que l'amour courtois faisait partie intégrante de la chevalerie et donc il était la fondation de l'Europe moderne. Donc c'était un mythe qui établissait la continuité entre amour courtois et amour romantique. Dans mon année de réflexion à Berlin, je me suis rendu compte que ces positions avaient contribué à engendrer le mythe selon lequel seulement les hommes et les femmes de l'Europe seraient capables d'un vrai amour romantique. Et celui-ci n'étant pas possible pour des gens des autres races et continents qui ne connaissaient pas le mariage d'amour. Il y a des textes essentiels et exemplaires sur ce mythe et son The Allegory of Love par C.S. Lewis 1936, mais surtout L'amour et l'Occident par Denis de Rougemont 1939. Donc j'ai voulu étudier ce mythe dans le XXe siècle, surtout dans la période de l'entre-deux-guerres et les années 40, avec l'intention de faire une critique de l'eurocentrisme dans le champ des sentiments. La littérature et le cinéma du siècle dernier sont pleins d'histoires d'amour impossibles. Comme Alain Ruscio a écrit, les amours coloniales sont malheureux parce qu'ils sont vécus par ce que Léon Poliakov appelait le couple interdit et Abdelkader Ben Ali le couple impossible. Ben Ali, qui a étudié le cinéma colonial au Maghreb, a confirmé que ce cinéma suit les stéréotypes sur les couples mixtes. L'amour y est représenté comme malheureux, mais possible, entre un homme européen et une femme africaine, mais particulièrement interdit dans le cas d'un couple mixte composé d'une femme blanche et d'un homme africain. Dans mon travail, j'ai donc cherché de développer cette critique de l'eurocentrisme dans le domaine de l'amour en cherchant des exemples historiques, soit de l'eurocentrisme des émotions, soit des limites que certains individus et groupes avaient été capables de poser à cet eurocentrisme, donc de sortir du stéréotype. Et par exemple, en France, le groupe des Cahiers du Sud, en partie, avait fait ça. Et en Italie, certains intellectuels comme Leo Ferrero et Giorgio Quartara, qui, en effet, sous le fascisme, trouvaient une écoute plus en France qu'en Italie. Le mythe de l'exclusivité européenne de l'amour, d'un certain genre d'amour, était bien sûr un mythe masculin et sexiste, eurocentriste pour ne pas dire raciste. Il considérait les femmes surtout comme objets de l'amour, ce qui était faux du point de vue historique, et qui ignorait complètement l'existence des Trobairitz, documenté avec un corpus consistant établi par Angelika Rieger, publié en 1991,
corpus de poèmes, chansons de Trovaris très important, dans lesquels le sujet d'amour, le sujet du discours amoureux, le sujet du discours amoureux, pour reprendre l'expression de Barthes, sont des femmes. Au contraire, dans la tradition du mythe et du stéréotype de l'exclusivité européenne, le sujet du discours amoureux était homme, blanc et chrétien, exactement comme le sujet privilégié de l'identité européenne. Les Européens s'étaient appropriés d'un genre d'amour qu'on peut considérer universel, dont les premières manifestations poétiques avaient été créées par les poètes bédouins, nomades du désert, à partir du 7e siècle. Et leurs poèmes chansons avaient rejoint la Provence à travers l'Espagne arabe. En ce cas, mon travail a été de montrer les limites du mythe, qui d'ailleurs survécut seulement jusqu'aux années 60 du XXe siècle. À partir des années 60, l'universalité de l'amour courtois et romantique a été reconnue. Et il n'y a pas eu une production aussi grande sur ce thème. Mais en même temps, oui, la critique, oui, mais en même temps, le fait de centrer son auto-image sur le sentiment de l'amour me semblait avoir des potentialités pour les identités européennes possibles dans l'avenir, pourvu qu'elles soient capables de s'offrir à la multiplication des Européennes de toutes origines. Donc, une identité, forme d'identité non pas basée sur la notion d'âge, mais plutôt sur l'amour, sur la capacité d'aimer, de se mettre à la place de l'autre. Donc tout cela souhaitait un changement radical dans l'attribution de la capacité d'aimer au-delà des exclusivités et hiérarchies de genre, de race et de religion. Ma critique historique du mythe de l'amour et de l'Europe, d'un point de vue de genre, a suivi la méthode de l'histoire des cas, case studies, étudiant des micro-histoires qui se situaient en Italie, en Grande-Bretagne et en France. Comme dernier passage de mon exposé, je voudrais présenter une de ces micro-histoires concernant une femme italienne juive et son mari, un juif allemand, Georgina Levi et Heinz Arian. Ils s'étaient rencontrés en 1933 à Turin, où elle était professeure de lettres dans un lycée, et il s'était réfugié, ayant été chassé de l'université de Berlin, où il faisait ses études de médecine. Chassé par les nazis qui l'accusaient d'être juif, ce qui était vrai, et communiste, ce qui à l'époque était faux. Il continua ses études à l'université de Turin, se spécialisant en psychiatrie, et Georgina l'avait rencontré dans des rencontres qu'on organisait, que la communauté juive organisait. Elle, en effet, faisait partie, elle n'était pas religieuse, il s'agissait de quelque chose de culturel. Elle faisait partie de ces juifs que Diana Pinto a définis humanistes. Sa famille était socialiste et communiste. Son oncle, Mario Montagnana, travaillait avec Antonio Gramsci à l'Ordine Nuovo et il participa au mouvement pour le pain et la paix en 17, pendant la guerre. Et sa tante Rita fut la femme de Palmiro Togliatti pour longtemps. Entre Georgina et Heinz, qui bientôt préféra s'appeler Enzo parce qu'il voulait couper ses relations avec l'Allemagne. Entre eux surgit une histoire d'amour documentée dans une vaste correspondance qu'on peut consulter chez l'archive de Pieve Santo Stefano, en Toscane, Archivio della Scrittura Popolare. Comme les deux voyageaient beaucoup, les lettres sont très nombreuses. Elles sont écrites en italien, français, espagnol, allemand, avec des phrases et des mots en latin, yiddish et hébraïque, et même en piémontais, que Georgina a appris à Enzo dans les cafés turinois. À travers cette correspondance, les changements d'identité des deux amants apparaissent très clairement, au fur et à mesure qu'ils se connaissent et qu'ils apprennent à connaître
les cultures réciproques, ils changent leur sens d'appartenance et leur attitude vers l'Europe. Heinz refuse complètement l'appartenance à l'Allemagne et choisit l'identité nationale de ses parents qui étaient polonais. Il apprend aussi à apprécier la culture juive méditerranéenne d'origine séphardie, tandis que Georgina se familiarise avec les traditions juives de l'Europe centrale. Heinz, qui lui écrivait « Je pars vers l'Europe » quand il voyageait de Trieste à la Pologne, parce que pour lui l'Europe était la Mitteleuropa, peu à peu élargissait son concept d'Europe à l'Europe méridionale. Georgina, qui était très attachée à son identité italienne, parvint à acquérir un sens aigu de la tradition culturelle et linguistique européenne dans son complexe. L'amour agissait comme une force d'identification à travers laquelle chacune des deux devenait capable de se mettre à la place de l'autre. Ils furent obligés de se marier pour se soustraire à la persécution fasciste après les lois raciales. En 1938, Heinz fut déclaré indésirable. Georgina décida de partager son destin et de partir avec lui vers la Bolivie. À l'époque, ce pays refusait de recevoir des femmes si elles n'étaient pas accompagnées par un père ou un mari. Ils durent se marier à Gênes, où il y avait un rabbin très courageux, Riccardo Pacifici, pendant que le rabbin de Turin avait eu peur de célébrer ce mariage. Bien sûr, c'était un mariage défendu entre deux juifs et un allemand. Du bateau qui les emportait vers l'exil, Georgine écrivit dans une lettre à ses parents « Ce qui me reste est ma grande douleur de dire adieu à la patrie Europe, qui est dignement encadrée dans la vue de Barcelone, lourdement bombardée. » Tandis que Enzo écrivit sur une carte postale à des amis français « C'est la dernière poignée de main à notre mère, l'Europe ». Enzo était actif dans le réseau anti-nazi Freie Deutschland et tous les deux lisaient énormément de textes sur le marxisme et le léninisme, mais aussi textes de littérature, romans, des longues listes de livres. On le sait parce qu'il y a des longues listes de livres conservées chez l'archive de la Fondation Gramsci à Turin. Ce sont les listes qu'il faisait des livres qu'il lisait. En même temps, leur sens d'identité européenne devint plus profond, comme ce témoignage de Georgine exprime très bien. Donc, mon travail était basé sur les lettres, mais aussi sur les entretiens avec Georgine. Et donc, elle a dit « Il y avait toujours, en Bolivie, le désir de revenir, l'espoir d'un retour. Au fur et à mesure que le temps passe, il y a une évolution de la nostalgie. Au début, on a nostalgie de la rue, du quartier où on habitait. On évoque les rues qui traversent Via Cibrario pour ne pas oublier leur nom. Après arrive la nostalgie de toute la ville. À la fin, la nostalgie de toute l'Italie, le désir de revenir n'importe comment à ce pays. Et dans les derniers temps, je ne sais pas comment traduire en français lo struggimento, qui en anglais est longing, yearning, c'est se consumer pour l'Europe, lo struggimento per l'Europe. D'une maison à un continent entier qui représentait une culture, une civilisation, une façon de vivre. Mais je voudrais surtout citer Georgina à propos de son expérience en Bolivie et de ses relations avec les indios, que les autres Boliviens, elle racontait, traitaient comme des bêtes, parce qu'elle changeait, tandis qu'elle changeait radicalement ses sentiments eurocentriques et apprenait à connaître les indios. Elle dit « Je me trompais quand je les regardais de mon point de vue d'européenne. Je n'arrivais pas à m'insérer dans leur monde. Je ne comprenais pas leurs attitudes, que je définissais à l'égal de mensonges, indolence, manque de ponctualité. » Et donc, elle a changé complètement ses attitudes. Georgina et Enzo revinrent en Italie en 1946. Il pratiqua comme médecin à Turin, mourut en 1965. Elle devint membre du Parlement pour le Parti communiste italien, dirigea pour longtemps la revue de la communauté juive de Turin, Hakkeila.
Il y a quelques mois, seulement quelques mois, elle est morte à l'âge de 101 ans dans la maison de repos de la communauté juive de Turin. Et je vous dire que même si elle ne fut jamais féministe, la sienne est bien une histoire de libération des femmes. J'ai voulu terminer avec l'histoire de Georgina Enzo pour souligner une question importante. Aujourd'hui, on ne peut plus employer la catégorie de genre sans la conjuguer avec les catégories de race et d'appartenance culturelle. Ce point avait fait l'objet de sévères critiques des lesbiennes afro-américaines envers les féministes nord-atlantiques qu'elles définissaient blanches, de classe moyenne et occidentalocentriques, ouestocentriques. C'est-à-dire que la catégorie femme n'était plus suffisante si on n'opérait pas de spécifications. Une considération similaire est maintenant au centre des études postcoloniales dans le but de ne pas oublier le passé colonial et le procès de décolonisation, mais en même temps d'aller bien au-delà de l'ancienne contraposition entre colonisés et colonisateurs. On parle aujourd'hui d'Europe postcoloniale, une expression dont je partage le sens et l'intention, c'est-à-dire que les identités en Europe et dans le monde sont plurielles, ouvertes, dynamiques, et surtout, elles ne peuvent pas être réduites au passé des individus et à leur origine géographique, comme le souligne Jean-Louis Amsel dans son récent livre « L'ethnicisation de la France ». Donc, je termine en disant que nous avons devant nous une double tâche qui affecte le genre et les autres catégories de la différence. Tenir en du compte l'héritage du passé autant que l'aspiration à nous libérer de ces identités hiérarchisées et exclusives. Merci.